État des lieux précisément de ce qu'il en est du Hamas aujourd'hui, un an après les hostilités. On fait le point avec vous, Laura Pouget. Cette même branche armée du Hamas a revendiqué ce matin dès l'aube des tirs de roquettes depuis Gaza sur Israël. En ce jour anniversaire du 7 octobre, manière de montrer que l'organisation terroriste bouge encore, même si elle paraît surtout mener des actes de guérilla. Dimanche, l'armée israélienne a indiqué encercler la zone de Jabalia, ici au nord de la bande de Gaza. Elle y a mené des frappes aériennes pour entraver, je la cite, les efforts du Hamas à reconstruire ses capacités opérationnelles. Avant le 7 octobre, le Hamas disposait d'environ 30 000 combattants armés. Au mois d'août, Tsahal indiquait en avoir éliminé plus de 17 000. Il en resterait donc aujourd'hui plus de 10 000. Ce qui est certain, c'est que de nombreux commandants et chefs d'unité ont disparu en faisant un mouvement largement déstructuré. Le 13 juillet dernier, Israël indiquait avoir visé Mohamed Daïef, commandant de la branche armée du Hamas, dans une frappe menée sur la région de Khan Younes, ici. 3 semaines plus tard, le 1er août, l'État hébreu annonçait qu'il avait péri dans la frappe, information jamais confirmée par le Hamas. Né en 1965, Mohamed Daïef occupait sa fonction depuis 2002. Il était considéré comme l'un des cerveaux du 7 octobre. Très mystérieux, quasi invisible, il était traqué par Israël depuis des décennies, mais avait réchappé à plusieurs tentatives d'élimination, ce qui lui avait valu le surnom de chat aux 9 vies. Et autre chef autour duquel il y a beaucoup d'interrogations, le mystère plane en tout cas autour de lui, c'est Yahya Sinwar, évidemment, Laura. Yahya Sinwar, chef du Hamas à Gaza, est désormais chef politique de l'organisation depuis l'élimination d'Ismaël Haniyeh à Téhéran cet été. Il est l'homme tout-puissant du Hamas. Il serait en effet la cible numéro 1 d'Israël. Des rumeurs ont couru sur sa mort éventuelle ces dernières semaines. Souvenez-vous, je vous avais montré cette image diffusée sur l'écran du chef d'état-major israélien pendant un briefing. On y voyait l'organigramme du Hamas avec tout en haut le visage de Yahya Sinwar, avec un point d'interrogation sur ce visage, comme une incertitude à son sujet. Aujourd'hui, dans Le Figaro, pourtant, notre confrère, le grand reporter Georges Malbruno, affirme qu'il est au contraire bien vivant, continuant de tirer les fils depuis une cachette inconnue, peut-être tout simplement sous les tunnels du Hamas à Gaza. Au printemps, dans un mail consulté par une de nos sources, Yahya Sinwar confiait qu'il avait encore des armes pour 8 mois, écrit Georges Malbruno. À la mi-septembre, il aurait rédigé ou fait rédiger une lettre de soutien à Hassan Nasrallah avant que celui-ci ne soit tué. Traqué, Sinwar n'utilise plus de moyens de communication électronique. Ses instructions écrites sont acheminées par des messagers, écrit encore Georges Malbruno. Une information qui fait écho à ce résumé du think tank américain Council on Foreign Relations. Le Hamas est peut-être sous assistance respiratoire, mais il est toujours en vie. Merci Laura. Général Patrick Dutartre, c'est intéressant, le Hamas sous assistante respiratoire, mais toujours en vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas éradiquer complètement ce mouvement terroriste ? C'est d'une difficulté sans nom. Vous imaginez en ce moment, donc, il y a les cérémonies pour commémorer le massacre du 7 octobre dernier. À 10 km, vous avez des étages sous terre. Et avec une des armées les plus puissantes du monde, et vous n'arrivez pas à les délivrer. Donc vous imaginez le sentiment à 10 km. Pourquoi ? Parce que les gens sont enterrés, et probablement que Yahya Sinwar, qui est vraiment le cerveau, c'est lui qui a pensé ce massacre, et probablement toujours en vie. Cela dit, 70%, je pense, des forces du Hamas ont été annihilées, détruites, mais dans les réseaux souterrains, au milieu des populations ou en protection avec les otages qui restent vivants, il y a une soixantaine, on imagine, en tout cas on espère, il y a encore des forces qui peuvent agir, mais évidemment avec des moyens extrêmement limités. Ils peuvent sortir très rapidement pour sortir 4 roquettes, ce qui était le cas ce matin, quand même 10 minutes, ou justement la minute de silence. On pourrait imaginer, d'autres tentatives d'attentats Toujours, vous savez, tant qu'il y aura un combattant du Hamas, où que ce soit, à la fois dans la bande de Gaza, à la fois en Cisjordanie, parce qu'il y a probablement aussi il y en a en Cisjordanie, il y a peut-être encore aussi au Liban, ou des fanatiques du Hezbollah. Chacun d'entre eux est un terroriste, et donc peut faire des pertes considérables en Israël. Et ça, c'est une préoccupation majeure. Et donc détruire les capacités
capacités les plus importantes, mais l'annihiler totalement, c'est malheureusement pas possible. Donc affaiblir militairement, mais l'idéologie, c'est plus compliqué. C'est deux choses de nature différente. Ouais. Je pense que d'un point de vue infrastructurel et opérationnel, effectivement, ils ont réussi à amoindrir très sérieusement les capacités du Hamas. Comme il a été dit précédemment, il y aura toujours à un moment donné des scories, des possibilités pour 2-3 hommes ici ou là de commettre un attentat, de lancer des roquettes. Ce sera plus ce qu'on a connu comme opérationnel et en capacité opérationnelle au début du conflit. Il faut simplement se rappeler ces chiffres. Au début du conflit, 7 octobre, c'est plus de 8000 roquettes qui partent de Gaza sur Israël. Aujourd'hui, on en est à 4. Donc on voit le différentiel. Ça a considérablement baissé. On voit le différentiel. On voit aussi le nombre de combattants israéliens qui tombent de moins en moins à Gaza. Et par contre, qui tombent de plus en plus sur le flanc nord, c'est-à-dire au sud du Liban, où il y a eu encore 8 morts. Donc il y a aussi cet équilibre qui se fait. La difficulté, je pense, pour les Israéliens, c'est la difficulté qui vient aujourd'hui, et d'un point de vue militaire, je pense que vous vous compléterez avec beaucoup plus de science que moi ce sujet, c'est que faire de ce territoire ? C'est-à-dire, une fois qu'on a neutralisé, est-ce qu'on en fait un glacis ? Plus personne n'y est. Est-ce qu'on fait une reconstruction partielle, totale ? Qui gère ce territoire ? D'un point de vue sécuritaire, Israël, à l'intérieur de la FINUL, on y met une représentation de l'OLP. Toutes ces questions, je pense que les Israéliens l'ont en tête, mais qu'aujourd'hui ils se disent que tant qu'ils n'ont pas la certitude qu'il ne pourrait pas y avoir une réorganisation à moyen terme, alors ils ne lâcheront pas l'affaire, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc c'est peut-être probablement le sentiment qu'ils ont là, c'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est juste la guerre et seulement la guerre. Oui, mais la question, elle ne cesse d'être posée à Netanyahou. Qu'est-ce qu'on fait après? Quand on regarde ces images de destruction d'une bande de Gaza qui est complètement rasée, qui est en ruine, et on a diffusé la semaine dernière un reportage de nos équipes avec des journalistes sur place qui montraient l'état de ruine qu'est aujourd'hui la bande de Gaza. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien la suite. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on voit le centre de gravité de la guerre qui s'est déplacé de la bande de Gaza, où en effet maintenant Israël estime avoir en grande partie réglé le problème sur le plan militaire. Mais politiquement, qui demain aux manettes de la bande de Gaza? On voit bien que les Israéliens ne veulent pas réoccuper, mais en même temps, ce sont dans les négociations qui ont été menées ces derniers temps, ils veulent pouvoir faire quand même des incursions régulières, notamment par les 2 corridors qu'ils ont laissés ouverts. Mais le problème, et c'est d'ailleurs ce que disent en partie les Israéliens qui sont opposés à Netanyahou, c'est si on n'a pas de perspective derrière, il faut une perspective politique. C'est aussi ce que ne cesse de répéter les États-Unis, ce que ne cesse de répéter la France. Il va falloir un moment régler l'après. L'après, et avec qui? Pas avec le Hamas, avec quelle autorité palestinienne qui est elle-même complètement décrédibilisée. Toutes ces questions, en fait, on se les posait le 7 octobre, enfin le 8 octobre dernier, mais en fait elles sont toujours en suspens. Elles sont avec encore une plus grande acuité aujourd'hui, évidemment, puisque au bout d'un an, même si le Hamas, on le voit, est nettement affaibli, mais Israël s'est déployé sur d'autres fronts et la situation est loin, très très loin de s'améliorer. Absolument. Et d'ailleurs cette transition, parce qu'entre un état de guerre permanent et puis d'un coup des opérations qui cessent, il va falloir administrer cette zone. Et d'ailleurs, il y a dissensions en interne au sein d'Israël pour savoir qui va se charger de ça. Parce que les militaires, quelque part, ne veulent pas une administration militaire c'est pas leur rôle. Et puis toute l'énergie qu'ils mettraient là en subissant des attentats extrêmement réguliers, cette énergie, ils ne la mettent pas au sud de Liban contre le Hezbollah ou éventuellement contre la menace iranienne. Donc c'est un vrai sujet d'actualité. Il va falloir trouver une réponse. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, disait tout à l'heure que c'est une situation qui est au bord de l'abîme, finalement. On est au bord de l'abîme. Je pense que l'abîme, on l'a passé le 7 octobre. Aujourd'hui, on est en train de cautériser l'abîme. Mais c'est mon point de vue. Il est subjectif et je l'assume. Mais je pense que l'abîme, c'était le 7 octobre. Ça a été le 13 et le 14 avril, lorsque Israël a reçu plus de 200 drones. Ça a été là récemment, lorsqu'il y a eu plus de 200 missiles qui sont arrivés. Une opération qu'on n'avait jamais vue. Je crois qu'aujourd'hui, pour Israël et pour la gouvernance militaire et sécuritaire israélienne, ils ont passé l'abîme. Ils sont en train de se poser la question de
quoi faire demain. Mais c'est peut-être là l'abîme où là c'est vertigineux, c'est ce qu'on explique. Oui, enfin moi je sais que comparaison n'est pas raison, mais rappelons-nous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on ne savait pas exactement ce qu'il en serait de la France, si ce serait un protectorat américain ou si ce serait encore la France avec un chef d'État français. Et ça s'est joué dans les derniers moments de la guerre. Donc je pense qu'il faut être raisonnable à ce niveau-là et que c'est vrai que vu de l'extérieur, on a toujours envie que ça aille plus vite, de ne plus voir ces images d'horreur, de bombardements, etc. et de se dire que le politique devrait pouvoir faire. Mais je pense que là, en l'occurrence, la préoccupation sécuritaire est tellement prégnante à 360 degrés autour d'Israël, à 1000 km avec l'Iran, qu'aujourd'hui, trouver une solution politique, d'autant que trouver une solution politique avec qui? Au Liban, qui va être l'interlocuteur d'Israël? Quel gouvernement libanais? Le Hezbollah, certainement pas. À Gaza, on fait un cessez-le-feu, mais ça veut dire quoi faire un cessez-le-feu avec le Hamas? Ça veut dire un échange de quoi? De prisonniers israéliens avec des otages, une partie morte, une partie vivante, et après il se passe quoi le lendemain de cet échange? On reprend les combats? Parce qu'en réalité, le cessez-le-feu, ça voudrait dire ça. Oui. Soyons clairs, ça ne veut pas dire une feuille de route où on va signer la paix, mais qui va signer la paix? Oui, il n'y a pas d'interlocuteur. C'est un peu ce que disait Elie Barnavi ce week-end, l'ancien ambassadeur d'Israël en France, qui disait, en fait, nul ne sait où nous allons. On frappe, militairement, on obtient des succès qui sont indéniables, mais pour aller où au final? Et c'est quand même cette question qui peut-être qu'elle n'est pas complètement à l'ordre du jour aujourd'hui, mais qui ne cesse d'agiter les Israéliens depuis que ces opérations ont commencé à Gaza et au Liban. Quel est le projet ensuite? Comment est-ce qu'on essaye de renouer avec l'idée d'une solution politique, diplomatique au Proche-Orient? Et on voit bien à quel point, en effet, toutes les chancelleries du monde essayent de se mobiliser sur ce sujet, mais qu'aujourd'hui, c'est très compliqué par manque d'interlocuteurs.